Merci beaucoup et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci. Je vais introduire ces questions. Bon, déjà, merci à Charlotte Leduc de cette proposition qui trouve d'ailleurs un écho aussi dans les travaux entrepris par Gabriel Attal sur la question des fraudes, sur lesquelles d'ailleurs il a demandé des rapports aux commissaires, au groupe et aux rapporteurs, je pense également, et au président de la commission des finances que je suis. Bon, parce que chacun convient que, quelle que soit notre appréciation politique globale, la question de l'évasion fiscale, et je dirais même la question aussi de cette zone grise qui est entre, on va dire, l'optimisation légale et l'évasion fiscale illégale, est une plaie pour nos économies. On pourrait parler quelque part de dépenses fiscales illégale ou délinquante, mais qui n'est pas seulement un problème de morale, qui n'est pas seulement un problème d'inégalité devant l'impôt entre ceux qui peuvent le contourner ou pas, mais qui coûte cher à notre économie. Et quel que soit après ce que nous proposons en termes soit de priorité aux réductions des déficits, soit de priorité à arrêter de baisser les dépenses publiques, cet argent manque. Bon, donc je crois qu'on conviendra tous que trouver des solutions pour diminuer cette fraude est nécessaire. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, Gabriel Zucman, je vais aller vite. D'une part, je voulais savoir si, notamment avec les questions de procédure à l'amiable qui ont été développées, est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès depuis quelques années sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale? Est-ce qu'on l'a réduit? Comment vous voyez les choses? La deuxième question, je voulais vous poser, vous venez de parler du pilier 2 des accords internationaux. Est-ce qu'on pourrait dire que s'il n'y a pas le pilier 1, c'est-à-dire ce qui justement joue sur la question à un moment donné de différenciation fiscale en matière selon la situation de nos activités, est-ce que le pilier 2 finalement n'est pas un couteau sans lame? Est-ce qu'on ne pourrait pas porter cette appréciation? Je voudrais aussi avoir votre regard si... Alors peut-être qu'il y a des questions qui ne sont pas de votre domaine, hein, mais votre regard sur la question du recours à l'intelligence artificielle et à tout ce qui est dématérialisation dans les contrôles au niveau de Bercy. Comment vous voyez les choses? Est-ce que là, il y a matière à justement... peut-être faciliter, si ce n'est l'évasion, mais en tout cas l'optimisation fiscale, comment vous regardez les choses. Et puis enfin, j'ai commis avec l'excellent Jean-Paul Mattei un rapport il y a maintenant 3 ans de ça, où on a fait des propositions communes sur ce rapport, notamment à 2 sujets. C'était un rapport sur l'impôt universel des particuliers, où on concluait non pas la nécessité d'adapter un impôt universel entre guillemets à l'américaine, mais la possibilité de faire comme d'autres pays européens le font, c'est-à-dire de considérer que les pays à fiscalité avantageuse, c'est-à-dire 50% en gros de fiscalité en moins que le pays d'origine, c'est-à-dire la France, pourraient sur un nombre d'années durant, pour les contribuables ayant un revenu très haut, eh bien, pourraient justement permettre une contribution différentielle qui permettrait de vérifier qu'on ne part pas dans ces pays-là pour de l'évasion fiscale. Bon. Et puis on proposait aussi de rétablir l'exit tax avant 2019. Donc j'aurais bien aimé avoir votre regard sur ces propositions qui ont été faites en commun avec Jean-Paul Mattei lors du dernier mandat. Voilà, merci. Question de Madame Leduc. Merci, Monsieur le Président. J'aurais souhaité revenir un peu plus en détail sur ce que vous avez évoqué, la clause de substance économique, qui est présente dans le droit de la plupart des pays développés et qui rend illégale toute action menée dans le but d'éviter l'impôt. À votre avis, comment on peut améliorer la clause de substance économique dans notre droit afin de la rendre plus opérationnelle? Je voulais éventuellement qu'on revienne un peu plus en détail là-dessus. Et puis... une deuxième question, pour combattre un phénomène comme l'évasion fiscale, encore faut-il bien le connaître. Et lors de l'audition que nous avions eue cet automne, vous nous aviez fait part d'un manque de données et d'informations fiables sur l'évasion fiscale. Il existe de multiples propositions pour renforcer la transparence et améliorer la connaissance de l'évasion fiscale, la mise en place d'un programme de contrôle fiscal randomisé, un chiffrage annuel par la Cour des comptes et la création d'un cadastre financier et même
le rétablissement de l'ISF. En quoi ces mesures permettent-elles de mieux connaître l'évasion fiscale et est-ce qu'elles sont complexes à mettre en place? Je pense notamment à la question du cadastre financier. Est-ce que ça existe déjà et comment vous pourriez nous aider à développer ça? Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Monsieur Zucman, monsieur le professeur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, vous féliciter pour votre parcours exceptionnel qui fait honneur à notre pays. Vous parlez beaucoup de cette course à la moins-disance fiscale. La France s'est caractérisée longtemps par une course au plus-disant fiscal, à tout point de vue. Nous avons essayé d'inverser cette courbe en 2017, à partir de 2017, avec des résultats objectivement 5 ou 6 ans après qui sont plutôt probants, avec une baisse du chômage, avec une réindustrialisation enfin de notre pays, avec l'attractivité de notre pays, avec le retour des investissements. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là une cohérence que vous saluez? Ce que nous avons fait, c'est juste nous mettre dans la moyenne européenne. Hein. Nous sommes très très loin du paradis fiscal. J'aurais d'autres questions. Nous sommes tous d'accord avec vous pour lutter contre l'évasion fiscale et je rejoindrai les propos du président. La France a fait un certain nombre d'efforts. Il y a eu la taxe GAFAM, évidemment, en particulier. Il y a aussi l'échange automatique de données bancaires qui a été imposé, qui doit normalement porter un certain nombre de fruits. Je voudrais aussi revenir sur le pilier 1 et le pilier 2. Alors, évidemment, le pilier 1 n'est pas signé aujourd'hui, on en est loin, mais il y a aussi, on voit bien un effort, et la France est moteur. Quel est votre avis là-dessus sur cette obligation d'avoir un impôt minimum et de le localiser en fonction des pays où la valeur ajoutée est produite? Tout ça me semble aller dans le bon sens. Évidemment, il y a des écueils parce que les pays qui sont, eux, des paradis fiscaux, le voient évidemment avec un peu de résistance. Troisième question, dans vos ouvrages, vous proposez d'appliquer aux plus fortunés des taux d'imposition que vous qualifiez vous-même de confiscatoires afin d'entraver la constitution des fortunes et de modifier la répartition primaire des revenus. Il est possible que cela réponde à des enjeux aux États-Unis, mais je suis un peu sceptique sur la portée d'une telle réforme en France où les prélèvements obligatoires sont à peu près 50% supérieurs à ce qu'ils sont aux États-Unis. Surtout, nous réduisons déjà fortement les inégalités primaires en France, en particulier avec le salaire minimum, mais aussi avec l'étendue des services publics qui sont accessibles à tous. N'y a-t-il pas un risque à plaquer sur l'Europe des analyses qui sont pertinentes aux États-Unis? Quatrième question, vous proposez de rétablir un impôt sur la fortune étendu cette fois au patrimoine professionnel pour toucher les plus grandes fortunes. Bon, comme vous le savez, évidemment, personne ne l'a fait à ma connaissance. Ça n'a pas été fait en France. Et le gouvernement Mauroy avait justement sorti l'outil de travail du périmètre de l'impôt sur les grandes fortunes. Il y a évidemment le risque, vous le savez, de faire que ces fonds, ces capitaux sortent de notre pays. Comment on règle ce problème si on veut, là aussi, que les investissements et donc l'appareil productif français se développent? Enfin, dernière question. Fin 2017, vous avez été assez critique sur le PFU. Vous avez prédit des pertes massives de recettes par redénomination de revenus du travail en revenus immobiliers moins imposés. Ce phénomène semble ne pas avoir lieu. En tous les cas, c'est ce que dit France Stratégie, qui a établi que les ménages à qui ont été versés plus de dividendes n'ont pas concomitamment diminué leur revenu du travail. C'est ce que dit France Stratégie. N'y a-t-il pas là le signe qu'il est parfois sage de rester du bon côté de la courbe de l'affaire? Je vous remercie infiniment. Merci. Réponse Gabriel Zucman. Oui, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais commencer par répondre à la dernière question sur et plus généralement, le bilan qu'on peut tirer des réformes fiscales qui ont été menées depuis 2017. Donc, pour ce qui est de la réforme fiscale du PFU, proprement dite, il est un peu tôt pour juger de ses effets parce que ce qui compte, si vous voulez, c'est la combinaison de deux réformes qui ont lieu en même temps. C'est d'abord la flat tax de 30% sur les dividendes, combinée à la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été graduelle, de 33% en 2017 à 25% en 2022. Depuis 2022, on est à 25% d'impôt sur les sociétés. Puis, donc, si vous êtes
un patron d'entreprise, vous travaillez dans cette entreprise, vous avez la possibilité soit de vous payer en salaire, de vous rémunérer en salaire, soit de vous payer en dividende. Si vous choisissez de vous rémunérer en dividende, vous payez d'abord 25% d'impôt sur les sociétés, et puis sur les 75% restants, vous payez 30% flat tax PFU. Le taux combiné est de l'ordre de 50%. Si vous choisissez de vous payer en salaire, un haut salaire, le taux va être de l'ordre de 65%. D'accord ? Quand vous additionnez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales et la CSG, les cotisations sociales non contributives. Donc il y a un écart de 15 points qui crée des incitations très fortes pour les gens qui le peuvent à se payer bien sûr des dividendes plutôt que des salaires. Mais cet écart-là, c'est depuis 2022 qu'il est vraiment significatif. C'est depuis la baisse de 8 points de l'impôt sur les sociétés, de 33% à 25% en 2022. Donc on ne peut pas juger de l'effet de la réforme du PFU sur des données de 2018, 2019, comme l'a fait France Stratégie. C'est à partir de 2021-2022 que les incitations à créer les mécanismes d'optimisation fiscale sur lesquels j'alertais sur la base des études internationales qui existent sur ce sujet, c'est depuis 2021-2022 que ces incitations existent véritablement. Donc on verra dans les années qui viennent si le problème sur lequel j'avais essayé d'alerter la représentation nationale et les Français à l'époque se matérialise. La raison pour laquelle j'étais inquiet, c'est que quand on regarde l'expérience d'un certain nombre de pays, que ce soit les pays scandinaves qui ont introduit des flat tax dans les années 90, que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël, il y a tout un tas d'études scientifiques qui montrent que quand vous créez des écarts aussi importants, de l'ordre de 15 points, entre l'imposition des salaires et l'imposition des dividendes, les gens qui le peuvent, qui sont surtout des gens à haut revenu, ça va être des patrons de PME, ça va être des indépendants, ça va être des avocats, certains médecins, etc., vont parfois utiliser ces possibilités pour échapper, pour essayer juste d'enregistrer leurs revenus dans l'assiette fiscale qui est le moins imposée. Donc, il y aura des études à l'avenir et on verra si ce phénomène se matérialise. En tout cas, il est un peu tôt pour en juger. Beaucoup de questions très importantes sur la mesure de l'évasion fiscale. Est-ce qu'on peut utiliser les big data, les algorithmes pour faire des progrès en la matière ? L'outil le plus puissant pour essayer de quantifier l'ampleur de la fraude fiscale, et c'était aussi une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport sur ce sujet en 2019, c'est la mise en œuvre d'audits de contrôles fiscaux aléatoires. D'accord ? Donc il y a un certain nombre d'administrations fiscales, que ce soit aux États-Unis, au Danemark, dans d'autres pays, qui ont des programmes de contrôle fiscal aléatoire dont le but est précisément d'estimer l'ampleur de l'évasion fiscale et de mieux comprendre quel type de contribuables et quel type de revenus pratiquent le plus l'évasion fiscale. La France n'a pas de programme de contrôle fiscal aléatoire, et donc toute l'estimation de l'évasion fiscale qu'on peut faire se base sur le fondement des contrôles fiscaux qui sont réalisés en pratique, mais ces contrôles fiscaux, par définition, ciblent des contribuables pour lesquels on a des raisons de penser, l'administration fiscale a des raisons de penser qu'il y a potentiellement de la fraude ou de l'évasion, et c'est très difficile à partir de là d'extrapoler pour essayer d'estimer l'évasion fiscale que précisément on ne contrôle pas et qui n'est pas dans le radar de l'administration fiscale. Et les big data, l'intelligence artificielle ne vont pas résoudre ce problème fondamental. La façon rigoureuse, conceptuellement, intellectuellement, de résoudre ce problème, c'est d'avoir un programme de contrôle fiscal randomisé à partir duquel on va pouvoir faire des extrapolations rigoureuses sur le sujet de la taille, de l'ampleur et de la répartition de l'évasion fiscale. J'insiste sur le fait qu'effectivement, il y a eu des progrès, vous avez parfaitement raison de le souligner, en matière de lutte contre l'évasion fiscale internationale au cours des dernières années, avec l'échange automatique de données bancaires, qui est une réalité depuis 2017-2018. Donc c'est un vrai progrès dont il faut se réjouir. Il y a encore 5-10 ans, il y avait un secret bancaire quasiment complet, donc c'était très facile pour les contribuables qui le souhaitaient, les contribuables à haut revenu, à haut patrimoine, de dissimuler des avoirs dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, c'est
beaucoup plus difficile parce que les établissements financiers offshore doivent automatiquement, chaque année, en principe, envoyer des informations complètes sur leurs clients, leurs revenus, leur patrimoine aux administrations fiscales étrangères. Alors, bien sûr, ce serait un petit peu naïf de penser que les mêmes banquiers qui, parfois pendant des décennies, ont aidé leurs clients à pratiquer l'évasion fiscale, tout d'un coup coopèrent de façon parfaitement honnête avec les administrations fiscales du monde entier. Donc il y a un besoin d'évaluation de l'efficacité de ces dispositifs et aussi un besoin d'utilisation plus systématique des données reçues par l'administration fiscale de la part des établissements financiers étrangers, qui pour le moment ne sont pas utilisés de façon systématique pour nourrir les déclarations d'impôt sur le revenu pré-remplies. On pourrait imaginer que ce soit le cas à l'avenir, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un matching automatique qui soit fait entre les déclarations reçues de la part des établissements étrangers, des établissements financiers étrangers, et les fichiers fiscaux français, de façon à ce que dès qu'un contribuable français touche des revenus sur des comptes à l'étranger, ça apparaisse directement, les dividendes, les intérêts ou les salaires correspondants apparaissent directement dans sa déclaration d'impôt sur le revenu pré-remplie. Sur la question de l'ISF, et pour en revenir à l'évaluation des réformes fiscales qui ont été menées depuis 2017 plus généralement. Donc les réformes fiscales les plus emblématiques ont été la suppression de l'ISF et son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière, l'adoption de la flat tax sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Ce sont des réformes fiscales qui, pour l'essentiel, bénéficient bien sûr aux ménages plutôt à haut revenu et à haut patrimoine, et donc qui ne peuvent pas contribuer à augmenter la progressivité du système fiscal français. Et j'ai commencé mon propos en rappelant que certes, le taux d'imposition, le taux de prélèvement obligatoire est élevé en France, mais il faut aussi regarder par catégorie sociale. Et pour les ménages à très haut revenu, le taux effectif d'imposition, tout impôt compris, y compris impôt sur les sociétés, TVA, cotisation sociale, impôt sur le revenu, PFU, n'est que de 20-25%, quand pour les autres catégories sociales, on est sur des taux effectifs de 50%. Alors, l'ISF ne réglait pas ce problème. C'est très important de rappeler que l'ISF, qui en principe, un impôt sur les très grandes fortunes, on aurait pu penser qu'il contribuerait à recréer de la progressivité tout au sommet de la distribution des revenus des patrimoines, n'y parvenait pas pour deux raisons. D'abord, l'exonération des biens professionnels et deuxièmement, les mécanismes de plafonnement. L'exonération des biens professionnels revenait en pratique, toujours d'après cette étude de l'IPP, de l'Institut des politiques publiques sur laquelle je m'appuie, revenait en pratique à exonérer très largement les plus grandes fortunes françaises. Puisque, rappelez-vous, ce que cette exonération prévoyait, c'est que si vous possédiez plus de 20% d'une entreprise, que ce soit individuellement ou dans le cadre de pactes d'actionnaires ou avec des membres de votre famille, le patrimoine correspondant pouvait, une grande partie ou parfois 100% du patrimoine correspondant pouvait être sorti de l'assiette de l'ISF. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait dans une situation où les très grandes fortunes françaises, qui correspondent à des grosses détentions actionnariales dans des sociétés cotées, mais des détentions de plus de 20%, étaient exonérés de l'ISF, qui de fait donc ne taxait pas les milliardaires et était très régressif avec les niveaux de patrimoine. Donc ça, bien sûr, c'était un échec politique et intellectuel tout à fait significatif, d'avoir un impôt sur les grandes fortunes, un impôt sur la fortune qui ne taxe pas précisément les très grandes fortunes. L'autre problème, c'était les mécanismes de plafonnement qui plafonnaient le montant d'ISF dû à un certain pourcentage du revenu fiscal, 70% du revenu fiscal. Or, le problème fondamental en matière d'imposition des hauts revenus et des hauts patrimoines, c'est que quand vous avez un très grand patrimoine, c'est quasi systématique dans le cas français d'organiser vos détentions patrimoniales de façon à ce qu'elles génèrent peu ou pas de revenus fiscaux. Donc si par exemple vous détenez des actions, mais vous interposez une société écran, une société holding entre vos actions et vous-même, votre revenu fiscal individuel peut être zéro ou peut être extrêmement faible, bien que votre revenu économique soit très important. Et donc le mécanisme de plafonnement qui consiste à dire on va plafonner l'ISF à 70% du revenu fiscal, si le revenu fiscal c'est zéro, ça revient à plafonner l'ISF à zéro. Ce qui n'est pas très cohérent avec l'objectif annoncé d'avoir un impôt sur les très grandes fortunes. Donc,
la conclusion de tout ça, c'est que s'il y avait une volonté démocratique de rétablir un impôt sur les très grandes fortunes, ce serait important de tirer les leçons de l'expérience française et de l'expérience internationale, parce que ces problèmes étaient partagés par les autres pays qui avaient des impôts sur la fortune, de tirer les leçons de cette expérience et de recréer un ISF qui n'aurait pas ces problèmes-là très importants de non-taxation des milliardaires en raison de l'exonération pour biens professionnels et en raison des mécanismes de plafonnement. C'est tout à fait faisable et il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait avoir nécessairement ce genre de dispositif dans un impôt sur la fortune. Ce qui serait le plus logique de faire, de mon point de vue, c'est d'avoir un impôt sur la fortune qui pourrait commencer à un niveau de patrimoine plus élevé que l'ISF ancienne mouture, qui commençait à environ 1 million d'euros de patrimoine. Donc on pourrait commencer, j'en sais rien, 5 millions, 10 millions, 20 millions à discuter. Mais en échange de ça, de dire, au-delà de ces seuils vraiment très élevés de patrimoine, pour lesquels il est évident pour tout le monde que les contribuables concernés ont une capacité contributive importante, tout le patrimoine financier et non financier net de dette devrait être sujet à l'impôt sans exonération ou sans mécanisme de plafonnement aucun. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, qui va permettre de répondre à certaines des questions, c'était que ce qui a aussi miné l'ISF, au-delà des mécanismes de plafonnement et d'exonération pour biens professionnels, c'était l'acceptation de la concurrence fiscale internationale. Mais la concurrence fiscale internationale, voyez-vous, ce n'est pas une loi de la nature qui s'impose à nous, ce n'est pas comme la gravité, c'est un choix de politique publique. En l'occurrence, les différents pays, les pays font deux types de choix. Il y a deux cas polaires. Il y a le cas américain, qui consiste à dire, si vous êtes né aux États-Unis, donc vous avez la citoyenneté américaine, et bien vous devez payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours, où que vous viviez. Donc, par exemple, cas très concret, vous êtes né aux États-Unis, puis vos parents déménagent, quittent les États-Unis quand vous avez 2 mois, et vous mettez plus jamais les pieds aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. La loi fiscale américaine dit, vous devez payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Cas extrême. Ce que fait la France et ce que font les autres pays, c'est le cas extrême, c'est le cas polaire inverse, qui consiste à dire, si vous avez vécu 75 ans en France, vous êtes devenu milliardaire en France, vous avez construit une grande fortune en France, et maintenant vous choisissez de vous expatrier, vous n'avez dès le 1er janvier de l'année prochaine plus aucun impôt à payer en France. Ce qui est extrême dans l'autre direction. Ce que je propose, ce qui me semblerait logique, c'est d'envisager un entre-deux qui consisterait à dire que si vous avez été résident fiscal pendant un certain nombre d'années, mettons pendant 30 ans, 40 ans, et que vous avez accumulé, vous avez construit une grande fortune, et que maintenant vous quittez le territoire et vous allez vous installer ailleurs, bien sûr c'est votre droit, mais les impôts français vont continuer à vous suivre pendant un certain nombre d'années, peut-être pas jusqu'au restant de vos jours, mais pendant 5 ou 10 ans, il y a un nombre d'années qui peut dépendre du nombre d'années dont vous avez été pendant lequel vous avez été résident fiscal en France. D'accord ? Donc là, ça viendrait fortement réduire les incitations à s'expatrier pour raisons fiscales, sans aller jusqu'à l'extrême américain de taxation fondée sur la citoyenneté, quel que soit le nombre d'années pendant lequel vous avez été résident fiscal français. Mais il me semble que ces deux modèles sont mauvais l'un comme l'autre, et qu'on peut arriver à un compromis du type de celui que je décris, et ce qui illustre l'idée qu'on ne peut pas s'abriter derrière l'idée qu'il y a une concurrence fiscale, que les autres pays ont baissé leur taux d'imposition, donc nous n'avons pas le choix nous-mêmes que de baisser nos propres taux d'imposition. Je sais que beaucoup de gens ont cette croyance profondément ancrée, mais elle est fausse. C'est-à-dire que c'est un choix politique d'accepter, de permettre aux expatriés de payer 0 impôt. Il y a d'autres choix qui peuvent être faits, et je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir un débat sur ces questions.